Je disais tantôt qu'on doit malgré tout pas trop craindre les radiations, là. On a réalisé, malheureusement, là, à cause de Tchernobyl, on a réalisé que les humains sont beaucoup plus résistants qu'on pensait aux radiations. J'ai bien dit, malheureusement, ça a été une méchante catastrophe, Tchernobyl. Il y a une autre chose aussi qui nous permet de savoir que les radiations, c'est peut-être moins dangereux qu'on pensait. Cette preuve-là, on l'a au quotidien. Ça s'appelle les traitements de radiothérapie. Vous savez comment on détruit une tumeur cancéreuse? Bien, on commence par essayer de la tuer avec des produits chimiques. On appelle ça de la chimiothérapie. Quand ça ne suffit pas, ou aussi pour ne pas prendre de chance, très souvent on combine les deux, on bombarde la tumeur avec des rayonnements qui sont émis par des atomes radioactifs. Alors, ce qu'on fait beaucoup au Québec, on utilise du cobalt-60, qu'on a rendu volontairement radioactif dans la centrale nucléaire de Gentilly 2. On peut voir dans le tableau que le cobalt-60, il est instable. Il a une demi-vie de 5 ans environ, puis il va émettre une particule bêta-. On commence à être bon là-dedans, on connaît ça. Hein? Donc, il va émettre un électron. Il émet son électron, puis en faisant ça, il se transmute en nickel-60. Lui, il est stable, il va durer pour toujours après ça. Alors, ce qu'on fait là, dans les machines les plus anciennes, on prend une certaine quantité de cobalt-60, on la met dans une boîte en plomb qui est montée sur une grosse machine mobile. Puis là, on ouvre une petite porte, puis on laisse les électrons bombarder dans la direction de la tumeur pour endommager juste assez les chromosomes des cellules cancéreuses pour qu'elles arrêtent de se reproduire. C'est pas trop violent, les détruire, juste qu'elles arrêtent de se reproduire, c'est assez. Mais ça, on fait ça en passant à travers des tissus sains, là. On bombarde parfois une tumeur au milieu du cerveau, puis les gens ne meurent pas de ça, là. Au contraire, ils survivent grâce à ça. Puis le cobalt-60 qui est créé dans la centrale Gentilly 2, là, bien, il est exporté à travers le monde, puis il permet de faire 500 000 traitements de radiothérapie à chaque année. Puis pourtant, il y a une idée quand même assez répandue là, qui suggère que l'industrie nucléaire, ça tue les gens. Mais la réalité, c'est exactement le contraire. Depuis 30 ans dans le monde, là, la médecine nucléaire a sauvé des centaines de millions de vies. Bon, là, c'est pas une raison pour répandre du plutonium dans l'environnement quand même. D'où la motivation de détruire le plutonium qui est présent dans le carburant irradié qui sort de nos centrales nucléaires. Ce qui nous ramène à notre idée de départ. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai suggéré qu'on fasse la discussion en 3 étapes. On a dit on va regarder ce que c'est un atome. Ensuite, on va regarder pourquoi certains atomes sont radioactifs. Puis ensuite, on va regarder comment on peut volontairement détruire un atome radioactif. On a déjà les 2/3 du chemin de fait quand même. Hein? Ça va bien, ça va bien. Alors, on pourrait peut-être penser que les minutes qu'on vient de passer là, à parler de radioactivité, c'était un long détour là, pour finalement parler d'énergie nucléaire. En fait, ce n'était pas un détour. C'était le chemin le plus court que j'ai été capable d'imaginer. J'ai vraiment résumé au maximum. Si on avait essayé de prendre trop de raccourcis, j'ai bien peur qu'on n'aurait probablement pas réussi à se rendre jusqu'au bout de notre projet, qui est de bien comprendre le potentiel des centrales nucléaires de 4e génération. Puis ça, c'est d'un très grand intérêt pour l'humanité, vous allez voir. Donc, on en est à notre 3e tiers de notre discussion. Comment on peut volontairement détruire un atome radioactif pour le rendre inoffensif? Bon, pour comprendre ça, le chemin le plus court, c'est de commencer par regarder comment fonctionne une centrale nucléaire. Vous le savez, ça fonctionne avec l'uranium. Donc, on va voir sur Wikipédia, puis on cherche uranium en français. C'est le plus gros atome qu'on retrouve dans la nature. Il y a 92 protons, donc 92 électrons en orbite autour de son noyau. À cause de ces gros noyaux, c'est aussi le métal le plus dense. Okay? Il pèse environ 19 kg par litre, donc c'est 19 fois plus que l'eau. Là, on va aller voir ces isotopes maintenant. Oh, il y en a plusieurs. Hein? On remarque qu'il n'y en a aucun qui est stable à long terme. D'ailleurs, c'est le cas pour la majorité des noyaux atomiques qu'on connaît. Hein? Ça, c'est pas trop connu non plus, là, mais les physiciens, jusqu'à maintenant, ils ont identifié 274 isotopes stables et 2500 isotopes radioactifs qui existent. Donc, il y a environ 3000 isotopes. Il y a 92 atomes, mais il y a presque 3000 isotopes différents, dont 90% sont radioactifs. Pour ce qui est de l'uranium, il y en a seulement 3 qu'on retrouve encore dans la nature. Le premier, vous voyez dans la liste, c'est écrit uranium-234.
On s'en souvient, le chiffre 234, c'est la somme de tous les nucléons. On sait que les 3 isotopes qui sont relativement stables qu'on voit dans le tableau, ils ont 92 protons. Donc, c'est le nombre de neutrons qui varie. Alors, l'uranium-234, il y a 92 protons et 142 neutrons. Ouh, il n'en reste pas beaucoup de ces isotopes-là. 5 millièmes de 1 %. Et on a la raison qui est décrite juste à côté. On peut lire période, ce qui veut dire demi-vie, 245 000 ans. Donc, depuis que la Terre existe, 4 milliards et demi d'années, à chaque 245 000 ans, le nombre a diminué de la moitié. C'est pour ça qu'il en reste si peu aujourd'hui. Tiens, on va regarder le plus stable, uranium-238, donc 4 neutrons de plus. Ouais, il est beaucoup plus stable. Là. Ça prend 4,4 milliards d'années pour qu'il y en ait la moitié qui disparaissent. Même si par définition il est radioactif, là, on peut dire qu'il n'est pas très radioactif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en reste autant. Okay? C'est pour ça que l'uranium-238 constitue 99,27 du total des atomes d'uranium sur Terre. Puis le troisième, l'uranium-235, lui, constitue à peu près le reste, c'est-à-dire environ 0,7 du total. Puis on voit bien sa demi-vie, 700 millions d'années. C'est à cause de lui que l'énergie nucléaire existe sur la Terre. Les physiciens ont découvert que si on arrive à lancer un neutron vers son noyau à une vitesse modérée, le noyau, il a des bonnes chances de l'absorber. Il se transforme en uranium-236, mais à cause de l'impact, l'énergie du noyau est tellement instable qu'il explose tout de suite. Okay? Et le noyau subit ce qu'on appelle une fission nucléaire. C'est le contraire d'une fusion. Dans l'exemple, il se brise en 5. On peut voir 2 gros fragments qui sont identifiés comme étant du krypton 92, qui est un gaz, puis du barium 141, qui est un métal. Okay? Ce n'est pas très connu, sauf le krypton, parce que le krypton ne peut pas faire de lien chimique. Puis dans Superman, il y avait de la kryptonite, donc un cristal de krypton, ce qui est une impossibilité physique. Donc, ils se sont amusés un petit peu dans le film. Alors, ces 2 éléments-là, qui sont issus de la décomposition de l'uranium-235, bien, ils sont instables, mais ils se décomposent rapidement vers d'autres isotopes. Parfois, c'est des demi-vies de millièmes de seconde. Puis, ils se décomposent puis vers des éléments qui sont plus ou moins stables après ça. Vous avez peut-être remarqué aussi, l'uranium-235, il produit aussi 3 neutrons. Alors, ces neutrons-là peuvent être à leur tour absorbés par d'autres atomes d'uranium puis engendrer d'autres réactions de fusion. C'est ça qu'on appelle une réaction en chaîne. Mais comment on peut récupérer l'énergie de ces réactions-là? Okay. Bon, tout d'abord, on met l'uranium dans des grappes, puis ces barres-là, ils sont dans l'eau. Alors, les barres deviennent très chaudes. Okay? On voit en haut à gauche de l'image une petite pastille d'uranium. Quand l'uranium est naturel, même s'il y a 0,7 d'uranium-235, on peut le prendre dans sa main. C'est pas très dangereux parce que la demi-vie de l'uranium-235, c'est quand même 700 millions d'années. Alors, il n'y en a pas beaucoup à chaque seconde qui se brisent. On peut prendre ça dans notre main, puis il n'y a pas de problème. Alors, ils prennent des pastilles, ils les glissent dans des tubes. Après ça, ils font un groupe de tubes. Dans le cas que vous voyez là, c'est vraiment une grappe qui a été installée dans la centrale de Gentilly 2. Alors, il y a 37 tubes. Puis, pour le montage final, ensuite, on glisse les grappes dans des tubes qui sont éloignés les uns des autres d'à peu près une trentaine de centimètres. On va voir pourquoi tantôt, là. Alors, il y a des décennies, les physiciens ont compris que pour augmenter les chances qu'un noyau d'uranium-235 absorbe un neutron, il faut que le noyau soit relativement lent. Bon, tout est relatif, là. En physique nucléaire, un noyau lent, ça va à 2 km par seconde. Ça fait quand même 7200 km à l'heure. Mais c'est quand même 1000 fois moins vite que la vitesse des neutrons qui sont éjectés par la fission du noyau. Okay? Donc, il faut ralentir les neutrons. Le dessin, il nous montre schématiquement 2 grappes de combustible, là, séparées par environ 30 cm, dans un grand réservoir qui appelle la calandre du réacteur.